Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi pour vous faciliter la vie. Alors à présent, on va ouvrir notre tour de table des tendances. Il y a déjà Anouk Garnier qui est en studio avec nous. Bonjour Anouk. Bonjour. Alors, quel sera le thème de votre cours de sport du jour? Arrêtez. Ça va être de la course à pied, Mélanie. Ça, c'est ce que je déteste le plus sur sais Terre, que vous aimez pas, mais je vais Ouais. vous expliquer comment bien reprendre. Et aimer ça? Vous allez peut-être nous faire aimer? Oui, je vais essayer de vous faire aimer la course à pied On aujourd'hui. verra ça. Vous restez C'est avec mon nous. challenge. Vous restez avec nous Anouk, ce sera à vous dans quelques minutes. On va commencer cette séquence avec Hervé Cabibo. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier. Alors les vacances approchent, là avec la météo on ne pense qu'à ça, et vous nous donnez ce matin donc les meilleurs conseils pour éviter de se faire rouler, c'est très important. D'ailleurs premier constat, je crois que les Français sont de plus en plus nombreux à aller sur des sites de réservation en ligne, et des sites il y en a pléthore. Hein. Oui, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'annonces, il y a environ 1 million d'annonces, toutes plateformes confondues, qui sont disponibles aujourd'hui, donc à portée de clic des Français. Qui sont, c'est des chiffres de 2021, 52% à avoir fait appel déjà à ce type de plateforme. C'est même 59% des Franciliens. Bah oui, on Et adore ça. Airbnb a dévoilé la semaine dernière ses chiffres mondiaux. C'est assez impressionnant, 102 millions de nuitées rien que pour le premier trimestre 2022. C'est 34% de plus que l'année comparable, donc 2019 avant le Covid. Et donc si moi je souhaite louer sans risque, je dois faire attention à quoi? Je sais pas, par exemple quand il n'y a pas de photo sur l'annonce, c'est mauvais signe ça ou pas? Alors d'abord il faut garder un peu son esprit critique quand on lit les annonces. Si aucune villa de 12 pièces sur la Côte d'Azur avec piscine ne vous sera louée 300 € par semaine. Ah bon. Donc on regarde le prix et on Donc, voit si ça correspond c'est ça. déjà. Faut que ça colle. Si vous tombez sur une annonce de ce type, c'est une arnaque. D'accord. Éliminez également toutes les annonces où il n'y a pas de photo. S'il n'y a pas de photo, c'est qu'il n'y a rien à voir. Ah oui. Il faut aussi lire entre les lignes, et ça c'est pour les petites choses. Si jamais vous devez louer un appartement qui est au 6e étage d'un appartement, qu'on ne vous précise pas qu'il y a un ascenseur, c'est qu'il n'y en a pas. En général. oui. Voilà. Et je crois que vous avez comparé les plateformes avec le magazine 60 millions de consommateurs. Justement, moi j'ai envie de savoir si dedans il y a des bons et des mauvais élèves. Donnez-nous-en quelques-uns peut-être. Alors, je vais citer les plateformes qu'on a regardées. C'est Abritel, Airbnb, Booking, Gîtes de France, Outstrip et Le Bon Coin. Alors, ces conditions, elles varient selon que l'on est propriétaire ou locataire. Il faut savoir que pour les propriétaires, il faut surveiller la commission. La commission qui est prise pour chaque location. C'est un peu le grand écart. C'est 15% pour Booking ou pour Gîtes de France. C'est 0% pour Le Bon Coin. Et en fait, pour le locataire, c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que c'est 15% chez Airbnb et Outstrip et c'est inexistant. Il n'y a pas de frais pour Booking. Je crois qu'il y a aussi un site qui existe pour s'assurer du sérieux de n'importe quelle plateforme. C'est quoi ça? Génial. Alors, c'est pas vraiment. C'est surtout un site pour essayer de décrypter les annonces qui sont mauvaises. C'est surtout ça. Il faut savoir que les plateformes sont des hébergeurs, ne sont pas responsables du contenu des annonces. Donc on ne peut pas se retourner contre eux si on a un problème? Non, tout à fait. En revanche, ils ont l'obligation de supprimer les annonces si elles sont frauduleuses. détectées Et c'est comme quoi ce frauduleuses. site alors? Alors, ce site, on le cite dans notre magazine. Eh ben on l'achètera. Voilà, c'est ça, absolument. Je dirais que le plus important, c'est quand même de ne pas croire au Père Noël. Ça, c'est très important. Et surtout, dans tous les cas, il faudra veiller à payer sur la plateforme. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces gens qui échangent les habitations? C'est pratique ça, non? Oui, c'est très bien. C'est un concept qui nous vient un peu du monde anglo-saxon. On s'est intéressé à 3 plateformes, en l'occurrence Home Exchange, HomeLink et Switch Home. C'est un concept qui est basé sur la confiance entre 2 personnes qui ne se connaissent pas et qui vivent en général à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. C'est entièrement gratuit. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que ça coûte rien, Mélanie. Si je suis propriétaire, ce qui est pas, enfin si c'est le cas, mais je veux pas louer ma maison, mais il y a des gens qui ont envie de louer aussi. Là, on peut se préparer à partir en vacances ou à louer son logement. Quel conseil vous donneriez à ces propriétaires qui envisagent donc de mettre en location? Alors, d'abord d'être extrêmement précis sur l'annonce, c'est-à-dire de mettre une photo donc ou plusieurs. Un maximum de photographies, être extrêmement précis, vérifier lorsqu'on a une demande que le profil de la personne, ne pas oublier de demander une caution, un dépôt de garantie. Voilà, ça c'est des choses qui sont essentielles et vraiment très importantes. Alors je reviens sur cet échange de vous voulez échanger vous ouais, je trouve ça super. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire si je suis pas propriétaire de mon appartement? Vous voulez tricher aussi? Non mais je sais pas, on n'a pas le droit en tant que locataire. Alors comme il n'y a pas de transaction financière, il n'y a pas de sous-location.
Dans ces conditions, il n'y a pas à demander l'autorisation à qui que ce soit. J'ai le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. C'est un peu comme si vous receviez des amis. Bon, je vous conseille quand même d'avertir les voisins qu'une famille d'Américains qui va débarquer chez vous, qui va rester un moment, faut pas qu'ils s'inquiètent. Mais Mais généralement, il n'y a pas trop de mauvaises surprises sur les échanges comme ça. C'est un système qui est basé sur la confiance. Donc, vous prenez soin de l'appartement ou de la maison qu'on vous prête, et la personne qui est donc propriétaire de cette maison va prendre soin de la vôtre. Oui, alors, et puis, je crois que parfois, on n'est pas obligé de partir en même temps que ces personnes. Oui, l'échange n'est pas toujours simultané. Effectivement. Ça sent le vécu, ça. Non, j'ai essayé d'échanger plein de fois, mais on m'a toujours refoulé. Bon, allez, en conclusion, Hervé, qu'est-ce qu'il faut retenir pour éviter les arnaques principales, on va dire? Donnez-nous les 2-3 conseils pour bien préparer tout ça. Alors, je le redis, je l'avais déjà dit, mais il faut absolument payer avec les outils de la plateforme. Puisque les petits malins, ils vont essayer de vous sortir de la plateforme pour payer, pour payer moins cher par exemple, pour éviter les frais. Il faut absolument le faire, puisque il faut savoir que les propriétaires sont payés 24 heures après l'arrivée du locataire. Donc en cas de problème, hop, le paiement n'est pas déclenché, ils peuvent récupérer leur argent. Ça, c'est très très important. Et après, effectivement, c'est faire appel au bon sens, par rapport au Père Noël, poser des questions, ne pas hésiter à poser des questions, à interroger le propriétaire. Voilà. Et puis parfois sur ces plateformes, il y a, vous savez, les super hosts, les gens qui sont connus pour être bien notés, tout ça. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Effectivement, il faut vraiment regarder le profil de la personne. Anne Garnier, vous échangeriez votre appartement, vous? Avec Julia, je crois que vous êtes avec Julia. Vu comme je suis maniaque, vous auriez raison. Alors, merci beaucoup en tout cas Hervé Cabibou. Je rappelle que pour davantage d'infos, pour bien préparer vos vacances, il suffit de vous procurer le dernier numéro du magazine 60 millions de consommateurs. On passe à la chronique d'Anouk Garnier. On va donc terminer l'émission dans la douceur, j'espère, parce que j'ai vu que Mélanie avait écrit dans la douleur. Ah mince. Puisqu'on va faire un focus sur la course à pied. Oui, c'est vrai que là, il fait de plus en plus beau. Hein, vous l'avez dit, on a envie d'aller en vacances, on a envie d'être dehors. Et je vois de plus en plus de personnes courir. Et autre motivation, on sait qu'on va devoir enlever un peu ses vêtements là bientôt. Donc, on a cette motivation de vouloir un peu sécher juste avant l'été. Julia, on est revenu de vacances ce matin. Qu'est-ce qu'on s'est dit le premier truc? On s'est dit, c'est plus possible. On se remet au sport et au régime. Voilà, c'est ça. Et vous voyez vraiment cet effet là, vous, en tant que coach là, je vois déjà, jours, là. Moi qui cours dehors, je vois beaucoup plus de monde qui court. C'est marrant, quand il pleut, il y a beaucoup moins de monde. Hervé m'a dit qu'il aimait courir sous la pluie, mais il est tout seul. Voilà, on n'est pas beaucoup à aimer courir sous la pluie. Donc voilà. Mais pour perdre du poids, on entend qu'il faut faire du cardio. Donc on imagine que voilà, on court comme un lapin et on va dégraisser le mammouth. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre à la course à pied? Dégraisser le mammouth. Déjà, sachez que tous les êtres humains, on est fait pour courir. Si on revient vraiment à la préhistoire, etc., on est fait pour courir. C'est notre moyen de survivre, en fait. Pour aller chasser, pour aller manger. Puis maintenant. Voilà. Pour fuir le danger. Pour fuir le danger, etc., c'est notre moyen de survie. Donc, il y a même des adaptations physiologiques de notre corps pendant l'évolution qui se sont faites pour qu'on court plus longtemps et plus vite. Donc, vraiment, on est fait pour courir. Mais il y a quand même beaucoup de gens, je rigole quand je dis je n'aime pas courir, j'ai couru longtemps, mais je me suis souvent blessée au genou. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se blessent quand même en faisant la course à pied, j'ai l'impression. Oui, alors, dans les chiffres, il y a un coureur sur 2 qui expérimente une douleur ou une blessure tous les ans. Donc c'est vrai que ça donne pas envie de courir, mais je vais vous expliquer. Il y a 2 raisons pour lesquelles on se blesse, et c'est pas le fait de courir en fait. La première chose, c'est parce qu'on veut faire trop vite. Comme je vous ai dit, d'un coup, ça va être l'été, il nous reste un mois, on veut faire 3-4 séances de course à pied d'un coup, on veut faire du fractionné, on veut tout faire. Sauf que notre corps, il est pas prêt. Donc il faut faire ce qu'on appelle une augmentation vraiment progressive du stress mécanique. C'est-à-dire alors comment on fait? Donnez-nous par exemple, si j'ai rien fait pendant des mois, et là je vais m'y remettre. Là je vous dis, vous courez 5 minutes déjà. On va aller marcher, Julia, en fait. 5 minutes, c'est 5 minutes par 5 minutes, j'augmente la course à pied. Et si je veux, j'alterne, par exemple, je fais 4 minutes de course, 1 minute de marche. Et je fais ça 2 ou 3 fois. Bien, ça. Vous voyez, ça vous plaît, ça? C'est presque du fractionné, ça? Voilà, c'est ça. Et puis, ça permet vraiment de laisser le temps au tendon de se réhabituer à ces impacts-là, quoi. Et la deuxième raison de blessure? La deuxième raison, c'est parce que on n'a plus le même style de vie qu'avant, on est sédentaire et on a transformé nos capacités de mouvement. Je vous ai déjà parlé de la mobilité. On perd notre amplitude complète de mouvement, on se sent plus restreint et du coup, en course à pied, ça va se ressentir tout de suite. Et la deuxième capacité, c'est est-ce que je suis capable de maintenir mes articulations alignées? Par exemple, est-ce que je peux tenir mes genoux? Et pour ça, il faut des muscles forts. Donc en restant assis toute la journée, ils sont pas forts. Alors comment on peut faire pour les chauffer? Alors déjà, on peut intégrer dans ces échauffements des petits exercices de mobilité pour bien s'échauffer. Alors
courir doucement n'est pas s'échauffer. Je fais une petite précision. Ah bon ? Ouais. Faut forcément s'échauffer avant Vaut mieux de courir. faire des petits exercices de mobilité avant de s'échauffer. Ça, c'est quoi vraiment... un exercice de mobilité ? Juste je marche non, je fais des petits talons comme des petits stretching dynamiques, vous voyez, des choses ou comme se lever, ça. tout simplement. Ouais, se lever déjà. Des pas chassés, des petits pas chassés. Non, juste des petits, un peu comme les trucs de yoga, donc je vous avais montré, des fentes un petit peu de yoga, des petits exercices dynamiques pour les chevilles, etc., etc. Ouais, de la mobilité articulaire, lever le coude, lever les genoux, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, on court et vous pouvez rajouter des exercices de renforcement, soit à la fin de votre run, soit au milieu. Ça peut varier aussi votre run. Alors, ça va être quoi ces exercices de renforcement ? Alors, petit focus sur 2 zones. Travailler pour la stabilité du genou, parce que ça va être vraiment la zone qui se blesse souvent, et le centre du corps, donc les abdos pour le dos. Pour le genou, privilégiez les exercices à une jambe, parce que si vous avez remarqué, quand on est en train de courir, on est sur une jambe à la fois. Je sais pas si vous avez vu cette réflexion de malade. Attends, oui, on a courir sur les 2 jambes en même temps. On peut pas. Donc c'est important que votre genou il soit capable d'être stable à une jambe. Essayez de courir à 2 jambes, Julia. Ça donne donc un saut de lapin. Elle va tomber. Donc c'est important d'avoir vraiment un travail de renforcement sur une jambe. Par exemple, le travail de fente. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'exercice de la fente. On l'a en tête. On a en tête ce squat que vous pouvez faire sur une chaise. Vous pouvez vous asseoir. On rappelle le squat. Ce que c'est. Vous asseyez sur une chaise. Donc c'est une flexion. On se met comme si on allait s'asseoir, mais on s'assoit pas. Attendez, vous dites on s'assoit sur une chaise, mais elle n'existe pas la chaise. Non, mais vous pouvez le faire sur un banc. Vous pouvez faire sur un banc si vous courez. Dehors. Donc, par exemple, vous êtes là, le squat sur une jambe, vous asseyez, vous remontez sur une jambe, vous pouvez essayer, Mélanie. Attention, avec la chaise qui roule, c'est pas... Pas mal. Mélanie le fait très bien. Et pourquoi elle le fait très bien ? Parce qu'elle a des abdos. Oui, aussi. Ah, et après, vous pouvez travailler donc le renforcement avec des abdos, mais plutôt dynamique. Si vous restez juste en gainage statique, ça va pas être très efficace pour la course à pied. Je crois que pour aller plus loin, vous donnez des conseils en ligne. Oui, j'ai créé un programme qui s'appelle Courir sans douleur. Génial. Vous pouvez aller sur mon site. Et il y a autre chose, c'est mon coach en course à pied, Sébastien Cornette, qui a créé un livre Courir moins pour courir mieux. Ça me plaît beaucoup, ça. Ouais, c'est moins surtout est pas mal. Moins, mais mieux. Donc voilà, c'est la méthode que j'utilise moi en tant qu'athlète et c'est très intéressant. Et donc votre programme, c'est Courir sans douleur. Courir sans douleur sur mon site internet, anougarnier.com. Merci beaucoup Anouk pour tous ces conseils. On va être super en forme si pour une fois on se décide à vraiment les mettre en pratique. Voilà. Merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin.